Ok, bonsoir. Donc aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler de seniorité dans les métiers du dev et de la tech plus généralement. On va me dire, ah là, parler de trucs de vieux, ça va être chiant et tout, mais je suis vieux en fait. Non, vraiment, je suis vieux. J'ai commencé à travailler au siècle dernier. J'ai vu naître le web, Java, HTML, JavaScript. Hein. J'ai fait des applets, des servlets, des widgets. J'ai développé en Java sur IBM OS2 pour les plus vieux. Souvenez-vous. J'ai codé sans Google et sans Stack Overflow, quand même, n'est-ce pas? J'ai connu AWT, SWT, GWT, Swing et JavaFX. Ouais. J'ai fait des mises en prod le vendredi soir. Des mises en prod sans test unitaire. J'ai même fait des mises en prod sans test unitaire un vendredi soir. J'ai déployé des applis web sur un Tomcat qui était hébergé sur un AS400. J'ai connu la mémoire en kilo-octets. Je ne sais pas si vous m'entendez si je parle comme ça. Les processeurs en mégahertz, les modems en kilobits, les disques durs en mégaoctets et les disquettes. Souples, les disquettes. D'accord ? J'ai vécu sans conférence de dev et sans tuto internet. J'ai connu Philippe Charrière sans barbe et Henri Gomez avec des cheveux. Alors, vieux ou pas vieux? Trêve de plaisanterie. En 2013, j'ai 42 ans. D'accord. Donc j'ai une petite crise de la quarantaine. Ça fait 15 ans que je suis développeur en région lyonnaise, surtout banque, assurance, finance. Du coup, perdre 3 enfants, ça c'est accessoire. Du coup, petite crise de la quarantaine qui arrive, quand même. J'aimerais faire autre chose de ma vie, j'aimerais que ce soit intéressant, que ce soit utile. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un bilan de compétences. Sauf que le bilan de compétences, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, finalement, le dev, c'est quand même ce qui vous convient le mieux. Donc moi, je réfléchis un peu à cette condition de qu'est-ce que c'est quand on a 40 ans et de continuer à être développeur. Je propose un talk à Devoxx en 2013. À ma surprise, je suis retenu. D'accord. Et c'est pour ça que le talk, c'est de 2013 à 2022, qu'est-ce qui a changé? Donc, en 2013, quand on est développeur et qu'on travaille dans une ESN, le choix qu'on a en termes d'évolution, au bout de 10-15 ans, soit on devient un expert fonctionnel, on fait de la MOA, etc. Soit on devient chef de projet. D'accord? Moi, ces deux choix-là, en fait, ils ne m'intéressaient pas beaucoup. Je voyais plutôt le choix entre le bon chemin pour la majorité des gens, et puis le chemin qui était un petit peu moins bon. Le bon chemin, c'était d'être chef de projet ou d'être expert fonctionnel. Du coup, ça m'ouvrait de nouveau la possibilité de continuer à gravir des échelons, à prendre des responsabilités, etc. Ou alors, prendre, ce que la plupart des gens considèrent le mauvais chemin, continuer à faire du dev. Moi, c'est ce que j'aime faire, continuer à faire du dev. Et ça, en ESN, c'est compliqué. Ils ont du mal à comprendre, quoi. Ils ne savent pas quoi faire de nous, les gens qui veulent faire ça. Alors pour moi, ça vient, j'ai une petite explication, enfin, ça n'engage que moi, c'est que nos organisations, dans le dev, mais globalement nos organisations, elles sont très fortement héritées de la révolution industrielle. D'accord? La révolution industrielle, c'est on est à la chaîne. D'accord? On est ouvrier. Et on refait toujours et toujours et toujours les mêmes choses. C'est le rêve des DSI, ça, hein, que le job soit reproductible. Si l'activité est reproductible, eh l'ouvrier, le travailleur, il est interchangeable très facilement. D'accord? Qui, aujourd'hui, a travaillé en ESN ou ailleurs, d'ailleurs, et on lui a dit, tu verras, ce nouveau projet, ça devrait être facile, c'est presque comme celui qu'on vient de finir. D'accord? Tout est dans le presque.
Et donc, dans cet univers très hérité de l'ère industrielle, en fait, la seule façon d'échapper à la chaîne, d'échapper à sa condition d'ouvrier, eh ben, c'est de devenir contremaître. Or, moi, ce qu'on me propose dans le contremaître, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai aucune appétence pour suivre des budgets, des tableaux d'avancement, des choses comme ça, éventuellement fliquer des gens pour dire tu vas pas assez vite, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, vous comprendrez que dans mon ESN, eh ben, je suis un peu dans une impasse là. Moi, je veux continuer à faire du dev. Eux, ils ne savent pas quoi faire de moi. Du coup, ben, on ne t'augmente pas, puisque de toute façon, tu ne prends pas de hiérarchie, tu ne prends pas de grade, donc pas d'évolution salariale, pas d'évolution même en termes de métier, etc. Ça se finit avec un petit burn-out. Et puis, je me dis, ben, on va faire autre chose, quoi. Je veux continuer à faire du dev, d'accord? Et du coup, je me dis, il y a peut-être d'autres moyens de continuer à faire du dev quand on est un peu expérimenté. Et le moyen que je trouve, c'est de devenir formateur à temps plein. Donc, je deviens formateur. C'est vraiment, pour moi, ce moment-là, là, quand je deviens formateur, je me dis, c'est le job de rêve. Je peux mettre à profit ma seniorité, mon goût de la transmission. Top. Tout va bien. Ça m'a permis, c'est une super expérience, hein, vraiment, des rencontres humaines magnifiques. Ça m'a permis d'approfondir des choses techniques que j'ai pu voir, mais juste mettre en œuvre. Sauf que passer de mettre en œuvre à transmettre, il faut aller un petit peu plus loin, il faut aller un petit peu là, sous le capot. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Ça m'a permis aussi, et surtout, de me balader partout en France et de voir finalement qu'il y avait un tissu de PME et de PMI en France qui était très dynamique techniquement, parce que nous, c'est ce qu'on adressait, ces PME, PMI en tant que formateur. Donc très dynamique, d'accord. Ça innove, elle se développe aussi bien au national qu'à l'international. Je ne sais pas, par exemple, qui c'est qui connaît Maquet? Ça vous dit quelque chose, Maquet? Non. Maquet, c'est une boîte près d'Orléans. Elle a inventé un éclairage sans ombre, un éclairage chirurgical sans ombre. C'est-à-dire que le chirurgien peut opérer sans avoir l'ombre de sa main. Baudet, ça vous dit quelque chose, Baudet? À côté de Cholet. Eux, ils font les panneaux d'affichage pour basket, sport, etc. Marigny-Fermont, dans la Loire, Centrale à enrobé. Voilà. Donc plein de boîtes comme ça que j'ai découvert. Et puis c'est vachement enrichissant le métier de formateur parce que tous les lundis, ben, je changeais de collègue. J'avais de nouveaux collègues, je découvrais de nouveaux collègues, c'est vachement bien. Alors il n'y a pas que des côtés positifs, hein, c'est que j'ai fait énormément de déplacements. Et puis chaque lundi, je changeais de collègue. C'est triste. On ne peut pas capitaliser sur des belles rencontres, des choses comme ça, quoi. Parallèlement à ça, dans le métier, on commence à voir arriver, pour des gens expérimentés, des nouvelles dénominations de métiers. On va parler de tech leader, de dev lead, de chef de projet senior, de chef de projet technique, enfin non pas de chef de projet, excusez-moi, mais d'expert technique, de senior software développeur, des choses comme ça. En fait, je commence à me dire que il a fallu trouver ces métiers-là pour valoriser justement des profils comme les miens. Et puis, on voit aussi apparaître des talks, des articles de blog sur ce sujet que moi j'avais défendu en 2013, sur est-ce qu'on peut être, finalement, dans le métier du dev à 40 ans et plus. Alors, ce métier de formateur, c'était vachement bien, sauf qu'au bout d'un moment, je rabâchais un peu toujours la même chose. Il m'arrivait sur 1 an de faire 10 sessions de formation à Java. Et finalement, au bout d'un moment, je suis devenu un petit peu un formateur hors sol. C'est-à-dire que ce que je transmettais, c'était un savoir théorique que je n'avais pas mis en œuvre.
Là où ce que j'aimais, en fait, quand j'ai commencé à être formateur, c'était justement de pouvoir transmettre ce que j'avais appris de manière pratique. Et ben en fait, plus ça allait et plus cet aspect, c'était l'aspect théorique qui prenait le pas sur l'aspect mise en pratique. Donc je me dis, il faut que je revienne à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Eh bien, ce métier de formateur, il m'a permis de m'apercevoir que cet aspect de transmission, c'est hyper important et je ne veux pas le lâcher. Ce que je veux faire, c'est travailler dans une équipe, au sein d'une équipe. Dans mon ESN, tout n'était pas rose, mais par contre, j'ai découvert l'agilité, la force du collectif, la force de l'équipe. Si le projet il se plante, c'est parce que l'équipe a mal travaillé. Par contre, si le projet marche bien, c'est parce qu'il y a un développeur qui a bien fait le boulot, c'est l'équipe qui a performé. Et puis aussi, je voulais me rapprocher de tout ce tissu de PME, de PMI, que j'avais rencontré en tant que formateur. Je ne voulais plus retourner dans la banque, assurance, finance, etc. Je voulais vraiment quelque chose qui soit du réel, quoi, du concret. Et puis aussi, je voulais un peu retrouver un peu de sédentarité pour pouvoir me réinvestir en fait dans la vie citoyenne, que ce soit dans des associations, reprendre des activités sportives, des loisirs, des choses comme ça. Et puis surtout, ce qui a changé, c'est que on a vu apparaître des petits changements à cette vision industrielle des métiers où on pouvait évoluer en passant dans la hiérarchie, c'est qu'on a vu qu'il y avait une troisième voie possible, c'est-à-dire que on commence à prendre en compte qu'il y a des gens qui veulent une carrière longue dans la tech, dans le dev. Ça devient possible parce qu'il y a des boîtes qui font l'effort, je pense à Malte par exemple, de formaliser et d'institutionnaliser ça. Hugo, il a fait un très beau talk à Devoxx cette année sur le sujet. C'est-à-dire que dans leur échelle d'évolution, il y a moyen d'évoluer en restant dans la technique. Et ça, c'est un grand changement, je trouve. Autre chose aussi, c'est qu'on voit apparaître des nouvelles fonctions, métiers. On entend parler de DevRel, de développeur advocate, de dev évangéliste, tout un tas de choses. On ne sait pas trop ce que ça recouvre, mais on sent quand même qu'il y a, on sent qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Et moi, même moi, je suis un peu comme les DevRel, les dev advocates, les choses comme ça, et je ne sais pas trop ce que je fais. Est-ce que je suis un tech leader? Est-ce que je suis un lead développeur? Est-ce que je suis un dev leader? Est-ce que je suis un développeur? Est-ce que je suis un architecte? Est-ce que je suis un facilitateur, un animateur? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. En fait, le job que j'ai aujourd'hui, c'est la somme de toutes mes expériences depuis 1996 où j'ai commencé à travailler. Je fais du développement, c'est la majeure partie de mon activité. Mais je fais aussi de l'architecture. Je fais du DevOps. Je fais de la transmission vers mes collègues. Mais aussi, je suis maître d'apprentissage avec des alternants. Je vais essayer de convaincre mes collègues et ma hiérarchie de toutes les bonnes pratiques que j'ai pu acquérir. Je fais énormément de choses. On en est à combien? Oula, putain, faut que je me dépêche. J'essaie de faire aussi en sorte que mes collègues développeurs ils se sentent bien, et surtout j'essaie de le faire avec une certaine humilité. Mon expérience, elle m'a permis de dire je sais pas, par exemple. Un collègue il me pose une question, je vais lui dire je sais pas. Cherchons ensemble. On va chercher, on va trouver une solution. D'accord. On arrive à la fin, je crois. Donc j'aimerais juste, pour finir, reciter deux personnes que j'ai citées en introduction. Henri Gomez. D'accord, donc Henri Gomez, il est Head of SRE chez Doctolib aujourd'hui. Mais moi, j'ai eu la chance de travailler 10 ans avec lui. C'était vraiment un vrai bonheur.
Il a fait énormément pour le mouvement DevOps. Il est un petit peu moins dans le dev et dans la tech aujourd'hui, mais il continue à garder un petit peu cet aspect-là. Un autre que j'ai cité en début, c'est Philippe Charrière. Alors Philippe Charrière, c'est pareil, s'il m'entend dire qu'il est dans le dev, il ne va pas être content. En fait, il est Technical Account Manager chez GitLab. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le dev, mais par contre, il est très présent sur les réseaux parce qu'il fait partager en fait tout ce qu'il peut retirer de ses side projects qu'il fait. En WebAssembly, en Go, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est assez inspirant. Je vais en rajouter 2-3 autres, d'accord, la liste n'est pas exhaustive. C'est Benjamin Dovissa, qui va être speaker au camping par exemple, qui est architecte solution chez SPC, vous connaissez certainement pas ce groupe. Vous voyez, c'est quand je vous parle de... on a à peu près le même profil, d'accord. Lui, j'aime bien sa bio Twitter parce qu'il dit « Je code, j'apprends et parfois je travaille ». Et je me retrouve un petit peu dans ça, d'accord. Il y a Jean-Michel Doudou, je veux dire, c'est pareil, il est CTO chez Oxiane, mais moi qui fais du Java, je ne peux pas passer à côté de lui. Ça fait depuis 1999 qu'il a un blog sur Java et continue à l'alimenter régulièrement. Donc il garde ce contact avec le dev. On va avoir Sébastien, juste Sébastien pour la petite folie qu'il amène sur toutes ses vidéos et quand il est en conf. Et voilà, donc lui, il est directeur développeur expérience chez Red Hat. Donc tout cela, ils sont dans la lumière, ils nous montrent un peu le chemin, ils montrent qu'on peut continuer à être dans la tech à 50 ans. Mais il y en a tellement, tellement d'autres. Je pense qu'on en connaît tous, d'accord. Aujourd'hui, au final là-dessus, aujourd'hui, il y a vraiment une voie technique qui permet d'avoir des carrières longues dans la tech et dans le dev. En 2013, mon talk à Devoxx, c'était « Être développeur à 40 ans », il y avait un point d'interrogation à la fin. Aujourd'hui, dans le titre, il y avait « Être développeur à 50 ans », il n'y avait plus de point d'interrogation. D'accord ? On peut vraiment avoir un job dans la tech et dans le dev à 50 ans. J'estime que notre seniorité, c'est notre plus gros atout à nous. Voilà. Bonsoir, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Benjamin Marron, j'ai 51 ans, je suis développeur, mais pas que. Merci de m'avoir écouté. Deux minutes pour quelques questions. On dit souvent que dans la culture anglo-saxonne, les devs matures, ils ont plus de possibilités. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu constater de par tes contacts ? Oui, mais les anglo-saxons, notamment les Américains, n'ont pas ce passé, justement, de révolution industrielle. C'est un pays tout jeune, les États-Unis, et on fait plus confiance à la personne et à ce qu'il sait faire et ce qu'il a envie de faire que à ses diplômes et à son expérience. Si tu as envie, fais-le, montre-nous que tu es capable, et si ça match, tant mieux. Si ça ne match pas, ben, comme l'a dit Lucien, c'est facile aux États-Unis de virer quelqu'un, ça ne coûte pas cher. C'est aussi ce qui peut faire un frein à la mobilité des gens, quoi. Moi, j'ai utilisé des chemins détournés pour continuer à faire du dev jusqu'à aujourd'hui. J'espère que je continuerai encore pendant longtemps. Voilà. L'idée, c'est que ce que je veux vous faire partager, c'est que même après 50 ans, on peut quand même avoir un métier où on est en contact avec le dev, en contact avec la tech. Quel que soit le chemin par lequel on y arrive, on peut y arriver. Et faites-le, quoi. Si vous avez le goût, si vous continuez à avoir le goût de la tech, eh ben, faut continuer, quoi. Faut pas obéir aux sirènes qui veulent que vous deveniez chef de projet, quoi. Plus de temps.